Thème 3, objet de travail conclusif, l'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 3 points à aborder. Je propose de suivre une démarche chronologique pour faire ressortir les principales informations à retenir. Alors en introduction, il y a des faits historiques, des lieux, un bilan humain à connaître. Vous le savez déjà grâce à votre cours d'histoire en terminale générale. Votre manuel vous propose aussi des dates clés, des acteurs clés, des cartes et la possibilité d'établir un bilan grâce au document page 247. Un juif sur deux vivant en Europe en 1939 ont été exterminés, plus de 5 millions. Un tzigane sur 4 vivant en Europe en 1939 ont été exterminés, ce qui fait plus de 250 000. Donc des chiffres quand même à retenir et être capable de réutiliser. Alors première partie, dans les années 50-60, tout d'abord, donc juger les crimes nazis après Nuremberg. Alors il faut rappeler le contexte, qui est totalement nouveau depuis 1947, c'est la guerre froide, où chacun a un nouvel ennemi. D'autre part, les sociétés sont traumatisées par la guerre, dont la priorité est plutôt la reconstruction économique et la volonté d'oublier le passé. Donc les amnisties, les lois d'amnistie, les procédures s'arrêtent et ainsi de nouveaux criminels ne sont ni jugés ni inquiétés. Néanmoins, par la volonté de certains, des services sont créés pour mener des enquêtes, notamment en RFA à partir de 1958. D'autres survivants, comme Simon Wiesenthal, va créer à Vienne un centre de documentation chargé de traquer les criminels en fuite en 1961. Alors le tournant, c'est le procès Eichmann en 1961, qui donne véritablement la parole aux témoins, une audience retransmise par les télévisions du monde entier. Donc là, c'est un peu véritablement le réveil de la mémoire juive, où véritablement on va raconter, où on va diffuser le génocide, où on va faire ressortir la singularité du génocide des Juifs. Il y a également le procès à Francfort, qui est dû notamment grâce au procureur Fritz Bauer, où on va juger d'anciens surveillants d'Auschwitz. Donc pour la nouvelle génération allemande, c'est la découverte de l'horreur de la guerre, c'est toute la question de la culpabilité du peuple allemand qui se développe, ainsi que tout un travail de mémoire. Parallèlement, en France, on constate deux choses. D'un côté, c'est le mythe de la France unanimement résistante, notamment c'est l'exemple de l'hommage national qu'on rend à Jean Moulin en 1964. Mais parallèlement, il y a à la fois une loi sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité qui est votée en 1964, et ce centre de documentation juive contemporaine qui a été créé en 1943 et qui cherche à collecter toutes les archives pour établir l'histoire de ces 4 années de guerre et d'occupation, notamment subies par la population juive. Deuxième idée, les lieux de mémoire pendant cette période. Alors des commémorations ont lieu, notamment pour glorifier les résistants plutôt que les victimes de la déportation. On peut citer par exemple ce monument en Pologne, à Varsovie, en 1948, où on va inaugurer ce monument aux héros de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc là, c'est plutôt une mémoire héroïque qu'on cherche à célébrer. 1956, c'est le mémorial du martyr juif inconnu à Paris. C'est le premier lieu de mémoire qui est mis en place en France, avec bibliothèque et centre d'archives. En Israël, il y a à la fois la création de la journée de l'Holocauste et de l'héroïsme en 1951, c'est la création du mémorial Yad Vashem à Jérusalem en 1957, où on collecte et on conserve toutes les archives sur la Shoah. Enfin, troisième idée, le génocide dans la littérature et le cinéma. Alors, dès l'après-guerre, les témoignages des survivants sont très nombreux, mais ils sont peu entendus. Une société qui un peu cherche à ne pas les écouter. Comme disait Simone Veil, nous nous serions dispensés de certains regards fuyants qui nous rendaient transparents. Tout ça, on le reverra en classe. On étudiera également un passage du livre de Primo Levi, Si c'est un homme, qu'il a publié en 1947, qui aura peu d'écho au départ et qui aura une diffusion plus importante lors de sa réédition en 1958. Donc là, on a surtout affaire à une littérature du témoignage des survivants qui ont besoin de raconter aux autres ce qu'ils ont vécu. Donc progressivement, il va y avoir une lente prise de conscience grâce à la littérature et au cinéma de ce qui s'est passé. On peut citer le journal d'Anne Frank, qui va rencontrer un succès lorsqu'il sera diffusé en langue anglaise en 1952 et adapté au théâtre et au cinéma dans les années qui suivent. Il y a bien sûr ce premier documentaire consacré à l'univers concentrationnaire, Nuit et brouillard d'Alain Resnais, sorti en 1956, qui va avoir un écho international,
Alors bien sûr, il reflète les connaissances et les tabous de l'époque, hein, où par exemple, on ne distingue pas dans le documentaire camp de concentration ou centre de mise à mort, où la spécificité du génocide juif n'est pas également ressortie, ou même certaines images vont être censurées par les autorités françaises, comme ce policier français gardant l'entrée du camp de Pithiviers. On peut citer également cette pièce de théâtre hein, qui va avoir un retentissement international, qui s'appelle Le Vicaire en 64, et qui dénonce le silence du Vatican sur le sort des Juifs pendant la guerre. Donc il va y avoir des réactions, des polémiques, des débats. Donc on parle à nouveau hein, des génocides qui ont eu lieu pendant cette guerre. Alors, deuxième partie, dans les années 70-80. Premier point, juger les crimes nazis. Il y a de nombreuses associations qui ont été créées, notamment pour récolter toutes les archives et aussi essayer de retrouver la trace de ces criminels ensuite. On peut citer cette association créée par Beate et Serge Klaasfeld, qui va notamment permettre de retrouver la trace de Klaus Barbie, qui sera d'ailleurs jugé en 1987 en France. Ça sera le premier procès en France pour crime contre l'humanité. Deuxième point, les lieux de mémoire du génocide des Juifs et des Tziganes dans les années 70-80. On constate que pendant cette période-là, la commémoration des victimes de la Shoah s'ajoute à celle des combattants et des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Évoquons notamment les gestes de ces deux chanceliers de la RFA, Willy Brandt qui va aller en Pologne, s'agenouiller devant le mémorial aux résistants juifs du ghetto de Varsovie, et d'autre part ce chancelier Helmut Schmidt qui en 1982 reconnaît au nom de la RFA que les Tziganes ont également été victimes d'un génocide pendant la guerre. Enfin, troisième idée, le génocide dans la littérature et le cinéma pendant les années 70-80. Plusieurs exemples sont à retenir. Le succès de la série télévisée américaine Holocaust, en 1977, qui sera suivi par près de 120 millions de téléspectateurs américains, diffusés dans 28 pays, et qui va rencontrer un succès international où beaucoup de ces téléspectateurs vont vouloir en savoir plus par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y a aussi le succès de cette bande dessinée, Maos, en 1980, qui est un dialogue entre l'auteur et son père, qui est un juif polonais rescapé du ghetto de Varsovie et d'Auschwitz. Alors la particularité de cette bande dessinée, c'est que les juifs sont figurés par des souris et les nazis par des chats. Donc un autre moyen de faire connaître le génocide pendant la guerre. Il y a également ce documentaire de Claude Lanzmann en 1985, où il va raconter l'histoire du génocide par le biais de témoignages uniquement, victimes rescapées, anciens SS, paysans polonais, riverains des camps. Et donc ce documentaire de plus de 9 heures, qui rassemble tous ces témoignages, va permettre à nouveau de bien faire connaître ce mécanisme qui a conduit au génocide et aussi bien sûr d'imposer l'emploi du terme Shoah. Alors, troisième partie, depuis les années 1990. Alors, premier point, juger les crimes nazis. On peut retenir le procès Papon, qui est le premier haut responsable du régime de Pétain à être condamné. Ce qui marque véritablement la reconnaissance de la complicité d'une partie de l'administration française dans les déportations. Deuxième point, les lieux de mémoire. Il y a tout un travail de mémoire qui s'impose en France, notamment avec François Mitterrand, qui va être le premier président de la République à participer à la commémoration de la rafle du Veldiv en 1992. On peut également évoquer le fait que le mémorial du martyr juif à Paris est agrandi, rebaptisé, mémorial de la Shoah en 2005, avec ce mur des noms où sont inscrits les 76 000 juifs déportés de France. Aux États-Unis, un mémorial de l'Holocauste est également créé à Washington, où on cherche à numériser toutes les archives. Citons également cette fondation pour l'histoire visuelle des survivants de la Shoah, où il y a plus de 50 000 interviews de survivants provenant de 56 pays différents. En Allemagne, c'est aussi le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe qui est ouvert à Berlin depuis 2005. Bref, il y a toute une dimension universelle à partir du début du XXIe siècle, notamment, je cite, le 27 janvier qui devient une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Parlons également d'Auschwitz, qui devient un lieu d'un tourisme mémoriel. Ce camp non détruit est un véritable témoignage matériel du processus de mort industrielle. D'ailleurs, notons que c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Citons également quelques gestes de reconnaissance et de repentance.
Par exemple, en 95, le discours de Jacques Chirac, premier président de la République, à reconnaître la responsabilité de la France dans le génocide, même s'il évoque parallèlement le fait que des Français, qu'on appelle justes parmi les nations, sauvèrent de nombreux juifs pendant la guerre. Enfin, le génocide des Tziganes sort de l'oubli. On peut citer deux idées. En 2012 est créé un mémorial aux Roms et aux Sinti à Berlin. On peut également citer le discours de François Hollande en 2016, où il reconnaît la responsabilité du régime de Vichy dans l'internement des Tziganes pendant la guerre. Enfin, troisième point, le génocide dans la littérature et le cinéma depuis les années 90. On peut parler véritablement de mondialisation de la mémoire de la Shoah, notamment grâce aux succès internationaux de certains films, comme La liste de Schindler de Steven Spielberg ou La vie est belle de Roberto Benigni. Alors bien sûr, il y a tout un débat que nous étudierons en classe sur doit-on faire de la fiction pour évoquer la Shoah, toute la question de la reconstitution et tout le débat entre Lanzmann et Spielberg que nous évoquerons en classe. Enfin, pour terminer, je vous renvoie également à ce petit document qui se trouve dans votre livre à la page 267 et qui dit clairement quelles sont les trois étapes à retenir concernant ce thème.